Le jour où j'ai découvert que je n'étais pas invitée au mariage de mon fils, c'était aussi le jour où j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de tout changer. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. Mais laissez-moi commencer 3 mois plus tôt, quand tout semblait encore normal dans ma petite maison de Neuilly-sur-Seine. À 60 ans, je pensais connaître ma place dans cette famille que j'avais construite avec tant d'amour et de sacrifice. Mon fils Thomas, maintenant âgé de 32 ans, vivait dans la maison que j'avais achetée pour lui il y a 5 ans, un pavillon de 4 pièces dans le 92 que j'avais financé entièrement après avoir vendu l'appartement que son père et moi avions acheté dans les années 80. Cette matinée de février, comme tous les mercredis, ma petite fille Léa devait venir passer l'après-midi chez moi. 6 ans, des boucles brunes comme son père au même âge, et cette franchise désarmante que seuls possèdent les enfants. Elle arriva vers 14 heures, encore emmitouflée dans son doudoune rose, ses joues rougies par le froid parisien. « Mamie, maman dit que tu ne peux pas venir au mariage parce que tu es méchante. » Les mots sortirent de sa bouche avec cette simplicité cruelle de l'enfance. Je posai lentement ma tasse de thé Kousmi sur la table basse, mes doigts tremblant imperceptiblement. Le silence de mon salon feutré sembla soudain assourdissant. Quel mariage, ma chérie? Celui de papa et maman. Ils vont se marier pour de vrai cette fois, à l'église de Saint-Germain. Maman a dit que tu serais triste parce que tu ne peux pas venir, mais que c'est de ta faute. Le monde bascula. Thomas et Isabelle, sa compagne depuis 8 ans, allaient se marier. Mon fils unique, que j'avais élevé seul après le décès de son père d'un cancer quand il n'avait que 15 ans. Mon fils pour qui j'avais travaillé 60 heures par semaine comme cadre dans une compagnie d'assurance pour lui payer ses études à Sciences Po. Mon fils dont j'avais financé les premières années d'avocat en payant son loyer, ses costumes, ses déjeuners d'affaires. Tu es sûre de ce que tu dis, Léa? Elle hocha la tête avec cette assurance que j'enviais parfois aux enfants. Maman montre sa robe à tout le monde sur son téléphone. Elle est toute blanche et brillante. Et papa a acheté un costume noir très cher. Je respirai profondément, sentant cette sensation familière de compression dans ma poitrine, la même que j'avais ressentie le jour où le médecin nous avait annoncé le diagnostic de Pierre. Mais cette fois, ce n'était pas la maladie qui frappait ma famille. C'était l'exclusion. Délibérée. Calculée. Mamie, pourquoi tu pleures? Je ne m'étais pas rendu compte que des larmes coulaient sur mes joues. Je les essuyai rapidement et souris à ma petite fille, cette enfant innocente prise au milieu d'un jeu d'adulte qu'elle ne comprenait pas. Ce n'est rien, ma chérie. Mamie a juste un peu de poussière dans les yeux. Mais au fond de moi, quelque chose d'autre naissait. Quelque chose de froid et de précis. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Car voyez-vous, il y avait certaines choses qu'Isabelle et même Thomas ignoraient sur moi. Certaines précautions que j'avais prises après la mort de Pierre, certains documents que j'avais fait établir par mon notaire, maître Dubois, rue de Rivoli. Le reste de l'après-midi passa dans un étrange brouillard. Je jouais avec Léa, lui préparais son goûter favori, des crêpes à la confiture de fraises, l'aidais à faire ses devoirs de CP. Mais mon esprit travaillait, analysait, calculait. 23 ans de vie professionnelle dans l'assurance m'avaient appris à anticiper les risques, à me protéger contre les imprévus. J'avais appliqué cette même logique à ma vie personnelle, surtout après avoir vu comment certaines de mes amies avaient été dépouillées par leurs enfants ingrats après des années de générosité. Quand Thomas vint récupérer Léa vers 18 heures, je l'observai différemment. Mon fils, 1,80 m, toujours impeccablement habillé, costume sur mesure que j'avais payé, chaussures italiennes que j'avais offertes pour son dernier anniversaire, montre Oméga hérité de son père. Il embrassa ma joue avec cette tendresse machinale que j'avais toujours interprétée comme de l'amour filial authentique. « Ça va, maman? Tu as l'air fatiguée. »« Ça va, mon chéri. »
Juste une longue journée au bureau. Mentir était devenu si facile. Comme lui, probablement, depuis des semaines. Bon, on file. Isabelle nous a préparé un de ces fameux bœufs bourguignons. Isabelle et sa cuisine. Isabelle et ses projets de rénovation pour leur maison. Isabelle et ses remarques subtilement acerbes sur ma tendance à trop gâter ma petite fille. Isabelle qui, maintenant, orchestrait l'exclusion de sa belle-mère du jour le plus important de la vie de son fils. Ce soir-là, seul dans ma cuisine où résonnaient encore les rires de Léa, je sortis de mon coffre-fort personnel un dossier que je n'avais pas ouvert depuis sa création en 2019. Un dossier marqué fiducie révocable, famille Moreau. À l'intérieur, des documents officiels, des actes notariés, des clauses que j'avais fait rédiger avec un soin méticuleux par Maître Dubois. La maison de Thomas. Officiellement, elle était à son nom sur les documents de façade, ce que consultent les banques pour les prêts, ce qu'Isabelle avait probablement montré à ses amis en se vantant de leur patrimoine. Mais dans la réalité juridique française, cette propriété appartenait à une fiducie révocable dont j'étais l'unique bénéficiaire et administratrice. Un montage légal parfaitement valide, que peu de gens comprennent vraiment, mais qui me donnait un contrôle absolu sur ce bien de 320 000 €. Je me servis un verre de Chablis, une bouteille que Thomas m'avait offerte à Noël en me disant pour tes petites soirées tranquilles, maman, et commençai à relire attentivement chaque clause, chaque article, chaque disposition que j'avais fait inclure dans ce document de protection. Les jours suivants passèrent avec une lenteur calculée. Je continuai ma routine habituelle, bureau le matin, course l'après-midi, appel téléphonique avec mes amis le soir. Mais sous cette normalité de surface, j'enquêtais. Discrètement. Méthodiquement. Un coup de fil à ma sœur Brigitte, qui avait gardé des liens avec la famille d'Isabelle. Ah oui, le mariage. Isabelle nous en parle depuis des semaines. Elle a réservé le restaurant Le Pré-Catelan pour la réception. Tu imagines le budget. Mais elle dit que Thomas gagne bien sa vie maintenant, qu'ils peuvent se permettre. Le Pré-Catelan. Minimum 200 € par personne. Pour 50 invités, cela représentait au bas mot 10 000 € rien que pour le repas. Sans compter l'église, la robe, le costume, les fleurs, le photographe. Où Thomas, avocat débutant avec un salaire de 3 500 € net par mois, trouvait-il cet argent? Un autre appel, cette fois à mon amie Sylvie, dont le fils était dans la même promotion que Thomas à Sciences Po. Thomas a toujours été mystérieux sur ses finances. Mais Isabelle se vante partout qu'ils vont faire un voyage de noces aux Maldives. 3 semaines. Tu imagines le coût? Peu à peu, l'image se précisait. Mon fils et sa compagne vivaient au-dessus de leurs moyens, financés par mes cadeaux constants que je pensais discrets mais qu'ils avaient manifestement intégrés comme un droit acquis. Les 500 € que je glissais à Thomas pour les courses chaque mois. Les 200 € pour les vêtements de Léa à chaque saison. Les réparations de la maison que je payais sans poser de questions. L'assurance, les impôts fonciers, même l'abonnement Internet, tout passait par mon compte en banque. Ils avaient transformé ma générosité maternelle en un système de revenus parallèles, tout en me préparant la plus cruelle des exclusions. Le mercredi suivant, Léa revint chez moi avec une nouvelle révélation innocente. « Mamie, maman dit que quand ils seront mariés, tu ne pourras plus venir à la maison parce que ça sera vraiment leur maison à eux. » Cette fois, je ne pleurais pas. Cette fois, quelque chose de plus fort que la tristesse m'habitait. Une détermination froide, presque clinique. Car voyez-vous, Isabelle avait raison sur un point. Après le mariage, cette maison serait vraiment à eux. Mais pas comme elle l'imaginait. Ce soir-là, je pris rendez-vous avec Maître Dubois pour le vendredi suivant. Puis j'appelai mon conseiller financier à la BNP, M. Renaud, qui gérait mes comptes depuis 15 ans. « Christine, j'aimerais réviser quelques dispositions de mes placements.
Pourrions-nous nous voir la semaine prochaine? Le vendredi matin, dans le bureau feutré de Maître Dubois rue de Rivoli, entre les reliures de cuir et l'odeur de cire d'abeille, je demandai des précisions sur les clauses de révocation de ma fiducie. Madame Moreau, vous avez le droit de révoquer cette fiducie à tout moment et de reprendre le contrôle direct de tous les biens qu'elle contient. La procédure prend environ 15 jours ouvrés une fois que vous avez signé les documents nécessaires. Et concernant les occupants actuels de la propriété, ils devront être notifiés selon les procédures légales. Étant donné qu'il n'existe pas de bail locatif officiel, la notice peut être relativement courte, 30 jours en général. Parfait. Je souhaite lancer la procédure dès maintenant. Le notaire me regarda par-dessus ses lunettes demi-lune. 30 ans de pratique lui avaient appris à reconnaître les affaires de famille qui tournent mal. Madame Moreau, puis-je me permettre de vous demander si vous avez bien réfléchi aux conséquences de cette décision? Maître Dubois, j'ai passé ma vie à réfléchir aux conséquences de mes décisions. Cette fois, je réfléchis surtout aux conséquences de ne pas agir. L'après-midi même, chez Monsieur Renaud à la BNP, je pris d'autres dispositions. Gel des virements automatiques vers le compte de Thomas. Annulation de la carte de crédit supplémentaire que j'avais fait établir à son nom pour les urgences. Modification des bénéficiaires de mon assurance vie. Chaque signature sur chaque document était un petit pas vers une liberté que je n'avais jamais osé envisager. Madame Moreau, puis-je vous demander la raison de ces changements importants? Disons que j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma propre vie, Monsieur Renaud. Il hocha la tête avec cette discrétion professionnelle que j'appréciais tant chez lui. Très bien. Tous ces changements seront effectifs dès lundi matin. Le week-end passa dans un calme étrange. Je jardinais, lus un roman de Delphine de Vigan, préparais des confitures avec les dernières poires de mon jardin. Des activités simples qui me rappelaient qui j'étais avant de devenir cette mère puis grand-mère dévouée qui vivait uniquement pour le bonheur des autres. Dimanche soir, en regardant le journal de France 2, je reçus un message de Thomas. « Maman, on passe te voir demain soir pour te parler de quelque chose d'important. » Je souris en tapant ma réponse. « Bien sûr, mon chéri. J'ai moi aussi quelque chose d'important à vous dire. » Lundi matin, les effets de mes nouvelles dispositions commencèrent à se faire sentir. Le premier appel arriva vers 10 heures. « Maman, il y a un problème avec ma carte bleue, elle a été refusée à l'épicerie. Tu peux vérifier auprès de ta banque. » Ah oui, Thomas. Je crois qu'il y a eu effectivement des changements dans les comptes. Nous en parlerons ce soir. Sa voix changea immédiatement de ton. Plus tendue, plus inquiète. Quel changement? Maman, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, mon chéri. Nous aurons tout le temps d'en discuter. L'après-midi, nouveau coup de fil. Cette fois, c'était Isabelle. Christine, Thomas m'a dit qu'il y avait un souci avec les comptes. Le virement pour les charges de la maison n'est pas passé ce mois-ci. Vous pouvez régulariser? Pour la première fois depuis des années, j'entendis Isabelle m'appeler par mon prénom sans cette pointe de condescendance habituelle. Sa voix trahissait une inquiétude qu'elle essayait de masquer. Isabelle, nous en parlerons ce soir avec Thomas. J'ai effectivement fait quelques ajustements dans ma gestion financière. Quels ajustements? Christine, si c'est à cause du mariage, nous pouvions en discuter. Ce soir, Isabelle. Je raccrochai et me servis un thé. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais en paix. À 19 heures précises, ils sonnèrent à ma porte. Thomas, le visage soucieux, tenant Léa par la main. Isabelle, inhabituellement silencieuse, ses traits tirés trahissant une nuit sans doute difficile. « Bonsoir, entrez donc. » Je les installai dans mon salon, servis un thé à Thomas et un café à Isabelle,
leurs boissons habituelles. Léa courut vers sa boîte de jouets dans le coin de la pièce. « Maman, qu'est-ce qui se passe avec les comptes ?» Thomas avait pris son ton d'avocat, cette voix légèrement autoritaire qu'il utilisait quand il pensait avoir affaire à une personne qu'il fallait raisonner. Je le connaissais bien, ce ton. Je l'avais entendu au téléphone quand il parlait à ses clients les plus difficiles. « Thomas, avant de parler de compte, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Léa m'a appris que vous vous mariez le mois prochain. Félicitations. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle explication. Thomas baissa les yeux vers sa tasse. Isabelle se raidit sur le canapé. « Maman, on voulait te le dire. »« Quand? Le jour J? Ou après? Peut-être, en me montrant les photos. » Ma voix était calme, presque douce. C'était une technique que j'avais apprise dans le monde de l'assurance. Plus la situation est tendue, plus il faut parler calmement. « Christine, écoutez. » Isabelle commença, mais je levai doucement la main. « Non, Isabelle. C'est mon fils qui va m'expliquer. » Thomas releva enfin les yeux. Dans son regard, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la culpabilité mélangée à de la peur. « Maman, Isabelle pensait que tu serais triste de ne pas être impliquée dans l'organisation. Elle voulait te protéger de tout ce stress. » Me protéger? Je répétais ces mots lentement, en les dégustant presque. En m'excluant complètement du mariage de mon fils unique. Ce n'est pas de l'exclusion, maman. C'est juste que nous voulions quelque chose d'intime. Juste la famille proche. La famille proche. Je vois. Je posai ma tasse et me levai pour me diriger vers mon secrétaire. Thomas, sais-tu ce qu'est une fiducie révocable? Le changement d'expression sur son visage me confirma qu'il commençait à comprendre. Avocat spécialisé en droit des affaires, il connaissait parfaitement les implications de ce terme. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que cette maison dans laquelle vous vivez, cette maison dont Isabelle dit à tout le monde qu'elle est votre propriété, appartient légalement à une fiducie dont je suis l'unique administratrice et bénéficiaire. J'ouvris le dossier et sortis les documents officiels. Le silence dans la pièce était total, à l'exception des petits bruits de Léa qui jouait avec sa dinette dans son coin. Je veux dire que tous les virements que tu reçois chaque mois, toutes les charges que je paie, toute cette générosité que vous avez transformée en droit acquis, tout cela peut s'arrêter quand je le décide. Isabelle était devenue très pâle. « Christine, vous ne pouvez pas, nous avons des droits. » « Quels droits? » Ma voix restait douce, presque maternelle. « Le droit de m'exclure du mariage de mon fils? Le droit de profiter de ma générosité en me méprisant? Le droit de faire de moi une étrangère dans ma propre famille. » Thomas se leva brusquement. « Maman, c'est du chantage. » « Non, Thomas. C'est de la justice. » Je me rassis, croisant mes mains sur mes genoux. Vous savez, pendant toutes ces années, j'ai cru que mes cadeaux, mon soutien, ma présence constante étaient perçus comme de l'amour. Mais Isabelle vient de m'expliquer que vous considérez tout cela comme transactionnel. Eh bien, dans ce cas, la transaction s'arrête ici. Isabelle essaya une dernière fois. « Christine, si c'est à cause du mariage, nous pouvons arranger ça. Vous pouvez venir, bien sûr. » Non, Isabelle. Il ne s'agit plus du mariage. Il s'agit de respect. Il s'agit de comprendre que l'amour ne peut pas être à sens unique pendant des décennies. Je sortis une enveloppe de mon secrétaire. Voici votre notification officielle. Vous avez 30 jours pour quitter la maison. Les comptes ont été gelés ce matin. Les charges ne seront plus payées automatiquement. Thomas était devenu livide. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Nous avons investi dans cette maison, nous l'avons rénovée. Avec quel argent?
Thomas? Avec vos économies ou avec les miens? Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. Léa peut continuer à venir me voir tous les mercredis, si elle le souhaite. Pour elle, rien ne change. Mais pour vous? Je me levai et me dirigeai vers la porte. Pour vous, tout change. Ils partirent sans un mot de plus. Seule Léa me fit un bisou en me chuchotant « À mercredi, mamie ». Les semaines qui suivirent furent difficiles, mais libératrices. Thomas essaya plusieurs fois de me contacter, alternant entre colère et supplication. Isabelle m'envoya des messages tantôt agressifs, tantôt larmoyants. Je ne répondis à aucun. Le jour de leur mariage, oui, ils maintinrent la cérémonie malgré leurs difficultés financières, je reçus des photos par ma sœur Brigitte. Une petite cérémonie dans une salle des fêtes de banlieue, loin du pré-Cattelan qu'ils avaient dû annuler. Isabelle portait une robe simple, Thomas un costume qu'il possédait déjà. Ils souriaient, mais leurs yeux trahissaient une tension que seule une mère peut reconnaître. Ils trouvèrent un petit appartement à Créteil, financé par un prêt que les parents d'Isabelle avaient dû co-signer. Thomas dut accepter un poste dans un cabinet moins prestigieux mais mieux payé. Isabelle reprit son travail à temps plein après 2 ans de temps partiel financé par mes subsides. Moi, j'appris à me reconstruire. Je m'inscrivis à des cours de peinture à l'huile, une passion que j'avais abandonnée quand Thomas était petit. Je rejoignis un club de marche pour découvrir les forêts de l'Île-de-France. Je me fis de nouveaux amis, des femmes de mon âge qui avaient aussi appris à se libérer des attentes familiales toxiques. 6 mois après leur éviction, je vendis la maison de Neuilly. Avec l'argent, j'achetai un petit mas en Provence, dans un village près d'Avignon. Un endroit où je pouvais peindre, jardiner, lire, recevoir mes amis. Un endroit qui était vraiment à moi. Léa continua à me voir, d'abord tous les mercredis, puis pendant les vacances scolaires qu'elle passait désormais chez moi en Provence. Ses parents avaient fini par accepter cet arrangement, ils n'avaient pas vraiment le choix, et ma petite fille était manifestement plus épanouie depuis qu'elle pouvait passer du temps dans un environnement sans tension financière constante. 1 an plus tard, Thomas m'appela. Sa voix avait changé, mûri peut-être. « Maman, j'aimerais qu'on se voie. » Nous nous rencontrâmes dans un café près de la gare de Lyon, avant mon train pour Avignon. Il avait maigri, ses cheveux commençaient à grisonner aux tempes. Il portait un pull simple, pas ses costumes habituels. « Maman, je voulais te dire, je comprends maintenant. » « Qu'est-ce que tu comprends, Thomas ? » « Que j'avais transformé ta générosité en dû. Que j'avais cessé de voir ta générosité comme de l'amour pour la considérer comme un service. » Il but une gorgée de son café, ses mains tremblaient légèrement. Isabelle et moi, on a failli divorcer à cause des problèmes d'argent. On a dû apprendre à vivre avec nos vrais moyens, à se respecter mutuellement sans la béquille financière que tu nous donnais. Et maintenant? Maintenant, on va mieux. C'est dur, mais on va mieux. Et j'aimerais qu'on recommence. Différemment. Je le regardai longuement, cet homme de 33 ans qui était mon fils mais qui m'était devenu si étranger. Thomas, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne redeviendrai pas cette mère qui donne sans compter en espérant acheter de l'affection. Je ne te demande pas ça, maman. Je te demande juste de me laisser apprendre à être ton fils. Vraiment. 6 mois plus tard, Thomas, Isabelle et Léa vinrent me rendre visite en Provence. Ils payèrent leur voyage, leur hébergement à l'hôtel du village. Ils m'apportèrent des cadeaux simples, du miel de leur région, un livre de poèmes, un dessin de Léa. Nous passâmes 3 jours ensemble. 3 jours où Thomas m'aida à repeindre ma clôture, où Isabelle m'apprit sa recette de tarte aux abricots, où Léa découvrit les joies de la cueillette des cerises dans mon jardin. Le soir de leur départ, alors que Léa dormait déjà dans la voiture, Thomas me prit dans ses bras. « Merci, maman. »
Merci de quoi? De m'avoir appris que l'amour, le vrai, ne se monnaie pas. Et que parfois, la plus grande preuve d'amour qu'une mère puisse donner à son fils, c'est de lui apprendre à vivre sans elle. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Thomas et moi nous parlons régulièrement. Pas tous les jours, pas pour des futilités, mais pour des conversations vraies. Isabelle a appris à me respecter, et moi à la voir autrement que comme une rivale. Léa grandit dans un environnement plus sain, où elle voit des adultes qui assument leurs responsabilités. Et moi, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa propre vie. Qu'à 60 ans, on peut encore découvrir qui on est quand on cesse d'être défini uniquement par ce qu'on donne aux autres. Ma maison en Provence résonne maintenant de mes propres rires, de mes propres projets, de mes propres rêves. J'y reçois mes amis, j'y peins mes toiles, j'y cultive mon jardin d'herbes aromatiques. Et parfois, j'y accueille ma famille, une famille qui a appris que l'amour véritable ne s'achète pas, ne se négocie pas, mais se construit dans le respect mutuel et la reconnaissance. Car voyez-vous, le jour où j'ai découvert que je n'étais pas invité au mariage de mon fils était effectivement le jour où j'ai gagné quelque chose d'inestimable, ma propre liberté et le respect que je méritais depuis toujours.